Je souhaite tout d'abord remercier toute l'équipe qui organise le DevFest. C'est mon premier DevFest Nantes cette année. Je pense que je reviendrai, parce que plein de sujets intéressants. S'ils me reprennent, je reviens. Comme Jeff l'a indiqué, je m'appelle Emmanuel, je suis consultant chez Zenica-Lille depuis 1 an et demi. Qu'est-ce que je fais chez Zenica-Lille? Je fais de la formation, du conseil et du développement sur toutes les techno web, que ce soit Node.js, AngularJS, Angular 2, etc. etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 standards ou futurs standards du web mis en pratique dans le framework Angular 2. Framework que j'ai commencé à utiliser il y a maintenant 1 an et demi. Donc c'est pas une initiation Angular 2 que je vais vous faire aujourd'hui, c'est juste la mise en pratique de 3 standards dans le framework. Tout d'abord, un petit rappel. Angular 2, ce n'est pas que le framework qu'on a l'habitude d'avoir côté navigateur qui va générer mon application. C'est bien plus que ça. Dans la terminologie de l'équipe en charge du framework, ils appellent Angular 2 une plateforme. Nous avons tout de même le framework core, c'est celui qu'on va utiliser côté navigateur, qui correspond aux briques en bas à droite. J'ai pompé ce diagramme sur le site d'Angular, je l'avoue. En plus de cette partie, de cette brique, donc on va avoir le module permettant de compiler nos templates, on va avoir le système de décorateur que je vais aborder dans la suite de la présentation. On aura des modules pour faire l'injection de dépendances, pour faire le rendering de votre code HTML côté navigateur ou côté serveur. Mais en plus de ce framework, nous avons plein de petits modules autour permettant d'avoir un écosystème complet, vous permettant de créer des applications Angular 2 rapidement et de bonne qualité. Donc nous avons des modules utilitaires permettant de faire du routage, des animations, de l'internationalisation, ce genre de choses. Nous avons des modules permettant de faire du rendering de votre application, non plus côté navigateur, mais également côté serveur, si vous devez écrire des single-page applications qui doivent être référençables dans les moteurs de recherche. Donc ça, c'est le projet Universal. Si je ne me trompe pas, il y a un quickie ce soir par Wassim, en fin de journée, sur le sujet. Et enfin, nous avons des outils pour le développeur. Donc un outil en ligne de commande permettant de générer un squelette d'application Angular 2 respectant les bonnes pratiques mises en place par l'équipe en charge du framework. Du support dans les différents IDE, Visual Studio Code, WebStorm, etc. Et enfin, un plugin Chrome permettant de débugger votre application, avoir une hiérarchie des composants que vous avez dans votre application pour voir qu'est-ce que j'ai en entrée et qu'est-ce que j'ai en sortie. Angular 2 a été annoncé, je ne sais plus quand, il y a 2 ans et demi, je crois. 2 ans et demi. Donc ils ont mis 2 ans pour sortir la version officielle. Donc si je me souviens bien, c'était en septembre. Donc ils ont bien pensé les choses. Ils ont implémenté des choses, ils sont revenus en arrière, ils en ont implémenté de nouvelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que plusieurs fonctionnalités de framework se basent sur des standards du web. Ils n'ont pas réinventé à la roue, comme AngularJS ou d'autres librairies. Je suis un peu contre les petites guerres React versus Angular 2. Chaque produit a des qualités et des inconvénients. Et donc Angular 2, si j'avais 3 heures devant moi, j'aurais pu aborder différents standards du web. J'aurais pu parler des web components. Comment Angular 2 génère vos composants pour respecter les spécifications HTML5 des web components, le shadow DOM, les custom éléments, etc. Je fais encore de la pub. Il y a une conférence cet après-midi, je crois, par Wassim, Horacio et Cyril sur le sujet. J'aurais pu parler des web workers. Comment générer votre page HTML, non plus sur le thread principal de votre navigateur, mais plutôt dans un web worker. Moins vous avez de code JavaScript qui s'exécute sur le thread principal, plus votre expérience utilisateur sera fluide, et plus l'utilisateur sera heureux d'utiliser votre application. J'aurais pu parler des progressive web apps. Comment rendre une application web, une expérience utilisateur d'une application web aussi fluide qu'une application native. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter seulement 3 standards en 50 minutes. Le premier standard que je vais vous présenter, c'est l'API d'internationalisation. Comment formater une donnée, un type de donnée, en fonction de la locale de l'utilisateur. Je pars du plus simple au plus compliqué. On va voir beaucoup de code aujourd'hui, ce matin.
Ensuite, je vais aborder les décorateurs. Pour les javaïstes, c'est les annotations. Comment, grâce à une arrobase quelque chose, comment rajouter des métadonnées ou surcharger la valeur d'une propriété, d'une méthode, d'une classe ou d'un paramètre. Pour les personnes qui ont déjà vu un peu de code Angular 2, vous avez dû en voir des annotations pour configurer des composants, pour configurer des services, ce genre de choses. Et enfin, je terminerai par les zones, qui est une librairie permettant de remplacer, pour ceux qui ont fait du AngularJS, la magnifique méthode $scope.$apply qu'on devait appeler de temps en temps lorsqu'on devait intégrer une librairie externe et en fonction du cycle de vie de cette librairie externe, mettre à jour notre vue. On était obligé de faire un $scope.$apply. Là, c'est plus nécessaire parce qu'on va manipuler des zones qui, un jour, peut-être, sera un standard en JavaScript. Je vous ai indiqué que je vais vous présenter des standards, mais ils ne sont pas tous au même niveau. L'organisme en charge de la spécification, le TC39, a plusieurs niveaux de standardisation. Le max, le stage 4, ça veut dire que la fonctionnalité, c'est un standard, les navigateurs vont l'implémenter, mais entre-temps, on passe de niveau en niveau en fonction de l'accord ou pas du comité. Dans les 3 fonctionnalités que je vous ai présentées, la seule que vous pouvez utiliser dès maintenant dans votre navigateur, sans code supplémentaire, sans polyfill, sans transpilation, c'est l'API d'internationalisation. Vous pouvez l'utiliser tel quel à l'heure actuelle. Concernant les décorateurs, qui a été proposé par Yehuda Katz, l'un des co-créateurs du projet Ember, il est pour l'instant en stage 1, c'est-à-dire qu'il a été pris en compte par un membre du comité et ils vont commencer à travailler sur le sujet. Les zones sont en stage 0, donc ils ont fait la proposition, mais aucun membre du comité l'a encore pris en compte. Mais il faut le temps pour pouvoir passer de niveau en niveau. Alors, je vais commencer par l'API la plus simple, l'API d'internationalisation. L'API d'internationalisation nous met à disposition nativement dans le navigateur des fonctions constructeurs permettant de formater ou de manipuler une donnée numérique, une date ou un champ texte en fonction d'une locale. Elle nous fournit 3 fonctions constructeurs, collator qui permet de comparer 2 chaînes de caractères en fonction d'une locale. On ne va pas trop s'attarder sur cette fonction constructeur parce que, à ma connaissance, elle n'est pas utilisée dans le framework Angular 2. Elle vous fournit 2 autres méthodes en fonction du type de données que vous voulez manipuler. Number format pour formater une valeur numérique, monétaire ou un pourcentage, et datetime format permettant de formater une date. Donc là, ça fait un peu peur, mais c'est juste pour vous montrer que l'API d'internationalisation, c'est juste une dizaine de méthodes qui ont été ajoutées. Donc nous avons nos 3 fonctions constructeurs, new, intl pour internationalisation, point, le nom de la méthode qu'on veut appeler. Pour ces 3 fonctions constructeurs, et pour les autres méthodes, de toute façon, on retrouve un peu la même signature. On a en premier paramètre la locale, qu'on veut manipuler, et ensuite un objet de configuration. Cet objet de configuration sera bien évidemment différent en fonction de la fonction constructeur qu'on va exécuter. Sur l'objet qui m'est retourné par cette fonction constructeur, je vais pouvoir appeler une méthode format permettant de formater la donnée que je veux manipuler. En plus de ces fonctions constructeurs, nous avons d'autres méthodes qui ont été rajoutées au prototype des objets primitifs de JavaScript, chaîne de caractères, les dates ou les entiers, permettant de faire le même genre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on appelle par exemple la méthode toLocalString sur une date, à l'intérieur, il instancie un objet de type dateTypeFormat et ensuite appelle la méthode format. Donc là, j'ai 2 petits exemples pour number format et datetime. Le titre de la slide n'est pas bon. C'est un exemple de dateTypeFormat d'abord. Donc je vais créer un formateur sans configuration, sans rien, donc il va prendre la configuration par défaut. Je veux formater une date, donc que j'ai spécifié en 2e paramètre, pour qu'il respecte la locale anglaise. En résultat, en anglais, le mois se trouve avant, donc on aura mois / jour / année. Il y a un décalage de 1, mais ça c'est en JavaScript, les mois, ils commencent à 0. Un autre exemple, je vais éviter de me mettre devant.
Là, je vais vous présenter rapidement les différents paramètres. Vous montrer que c'est assez simple. Je veux formater la même date, mais cette fois-ci en français. Si je passe pas de paramètres, bon là, j'ai le 10 novembre 2016, avec le mois en deuxième slot. Et je peux spécifier quelle structure je veux pour mon mois. Est-ce que je veux en format textuel ou en format numérique? Donc si je formate grâce au mot-clé months long, je vais récupérer que le mois en version textuelle. Je peux spécifier le jour ou l'année. Là, on aura encore une version différente. Je peux spécifier l'heure ou les minutes. On aura encore une version différente. Donc c'est juste une configuration d'indiquer je veux tel mois, le mois sous tel format, le jour sous tel format, et ce sera l'API qui va automatiquement formater en fonction de la locale que vous spécifiez. Par exemple ici, si j'avais spécifié en anglais, je n'aurais pas novembre, j'aurais November. Pareil pour number format. Donc c'est à peu près similaire, il y a juste les options qui changent. En anglais, lorsqu'on veut formater une donnée qui contient des milliers ou des millions ou des milliards, ils sont séparés par des virgules. Donc là, si je formate 1000,59, j'aurai 1,00.59. Juste pour vous montrer les différents paramètres qu'on peut avoir. On peut définir un style, c'est-à-dire quel type de données je manipule. Est-ce que c'est un entier, une valeur numérique, ou est-ce que c'est une valeur monétaire, ou est-ce que c'est un pourcentage? En fonction de ça, la sortie sera différente. Si je dis que c'est une currency, je vais devoir spécifier le symbole de ma currency. Est-ce que je veux l'afficher devant ou derrière? Si c'est un pourcentage, il va automatiquement faire une division par 0 et par 100, et va me rajouter le sigle pourcentage. Donc là, j'indique que c'est une valeur monétaire. Je vais devoir spécifier le trigramme de la locale que je veux utiliser, donc là l'euro. Et automatiquement, grâce à l'API d'internationalisation, l'objet number format, c'est si le sigle doit se trouver après ou avant la valeur numérique. En anglais, la livre sterling se trouvera avant, et en France, l'euro se trouvera après. Donc on a aussi currency display pour savoir est-ce qu'on veut afficher le symbole en version textuelle ou le sigle. Donc là, j'aurai 1059 €. On a deux autres paramètres. Est-ce que je veux le séparateur des milliers ou combien de chiffres je veux après la virgule? En fonction de ça, il va automatiquement arrondir à l'unité supérieure. Alors, je vais essayer à chaque standard que je vais vous présenter de vous montrer dans quel cadre c'est utilisé dans Angular 2. Dans Angular 2, comme en AngularJS, on a le système de filtre. C'était la terminologie AngularJS, maintenant on parle de pipe, qui permet de formater une donnée dans un template avant son affichage. Donc en Angular 2, on a des pipes qui s'appellent number, date, currency, %. Vous devinez la similarité avec ce que je viens de vous montrer. La propriété style, par exemple, du number format, ça correspond au type number, type % ou type currency. Et automatiquement, le framework va préconfigurer les options nécessaires pour formater votre donnée. N'ayez pas peur des arrobas quelque chose, arrobas pipe, on va les aborder dans la partie juste après, c'est les pipes, c'est les décorateurs, pardon. La syntaxe pour utiliser des pipes est similaire à en AngularJS. Bon, elle est un peu barbare, il faut lire la doc. J'ai l'habitude, quand il y a un truc qui ne me plaît pas, je le dis. Hein. Je ne suis pas contributeur Angular 2. Ici, j'ai une variable price. Je veux la formater en une valeur monétaire, donc je vais appeler le pipe currency et passer en paramètre la configuration que je veux appliquer. Donc je veux indiquer que la valeur monétaire, la monnaie que je veux manipuler, c'est le trigramme euro. Le deuxième paramètre root permet de savoir est-ce que je veux afficher le symbole ou la valeur textuelle de ma monnaie. Et les 4.2-2, je ne m'en souviens jamais, permet d'indiquer combien de chiffres minimum je veux après la virgule, combien de chiffres maximum, ce genre de choses. Donc là, euro, est-ce que je veux afficher le symbole en version textuelle ou le symbole? Et le nombre de digits, vous comprenez encore une fois la similarité avec ce que je viens de vous montrer. On a propriété currency display, on a maximum fraction digit, on a minimum fraction digit, et ces données sont automatiquement valorisées par le framework lorsqu'on utilise le pipe. L'internationalisation s'arrête là.
Si vous devez internationaliser du texte en fonction d'une locale, ce n'est pas fait pour ça. Là, c'est pour vraiment formater des valeurs numériques ou des dates. Si vous voulez formater du texte, soit vous utilisez Angular 2 Translate, développé par Olivier Combes, qui, dans son utilisation, est assez similaire à Angular Translate d'AngularJS. Ou bien, l'équipe d'Angular a initié un projet que je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre en place. Il est encore assez jeune, à mon avis, mais je voulais vous le présenter, permettant d'extraire de vos templates Angular 2 toute la partie qui doit être internationalisée, c'est dur à dire, ce mot le matin. Donc vous allez extraire ces informations, l'envoyer à un traducteur qui va faire le travail, afin de pouvoir générer différentes applications pour toutes les locales que vous voulez générer. Comment ça fonctionne? Sur vos templates, au niveau d'un texte que vous devez internationaliser, on va placer un attribut i18n. C'est un attribut HTML qu'on va placer à l'endroit où on doit extraire notre texte. En plus de ça, dans l'outillage Angular 2, on a un outil qui a été créé qui permet d'extraire ces informations. Et il va vous générer un fichier XLF, dont je ne connaissais pas l'existence avant de faire ces slides, qui est apparemment un format connu, standard, pour faire la traduction. Les traducteurs vont pouvoir ouvrir ce fichier dans un logiciel donné, voir que tel que le message doit être traduit, il va faire la traduction pour générer un autre fichier XLF pour la locale en cours de traduction. Une fois que vous avez les fichiers XLF pour toutes vos locales, anglais, français, allemand, au runtime, vous allez pouvoir charger le bon fichier en fonction de la locale de l'utilisateur. Soit dynamiquement, on appelle just in time, dans votre navigateur, grâce à System.js ou Webpack, soit lors de la compilation en offline, grâce à l'outil NGC qui est disponible également dans Angular 2. Donc juste pour vous présenter rapidement. Donc dans mon template, je vais avoir un attribut i18n. Faites pas attention à la valeur pour l'instant. Ça indique que la chaîne de caractères Hello Nantes doit être internationalisée. Par contre, le traducteur a besoin de contexte. Il a besoin de savoir que Hello Nantes, en fait, c'est le Nantes qui est en France, c'est pas le Nantes qui se trouve dans un autre pays. En fonction du contexte, la traduction sera différente. Ce contexte, on va le mettre en valeur de l'attribut i18n. Et lorsqu'on va appeler l'outil qui a été conçu par l'équipe d'Angular 2, ça va nous générer ce fameux fichier XLF, qui est au format XML, avec le texte qu'on doit traduire, la description, le contexte, et le traducteur a juste à insérer la valeur traduite dans la propriété target et générer un nouveau fichier XLF pour la locale. Ça, c'était pour l'internationalisation. Je vais aborder maintenant les décorateurs. Les décorateurs, comme je l'ai indiqué, c'est un standard, une proposition qui a été faite par Yehuda Katz, le co-créateur de Ember.js. C'est des annotations qu'on va pouvoir placer sur des paramètres de méthode, des propriétés, des classes ou des méthodes pour pouvoir surcharger la valeur ou rajouter des métadonnées qui seront utilisées plus tard par le framework ou la librairie. Par exemple, si vous avez déjà vu du code TypeScript Angular 2, donc là, moi j'utilise beaucoup de TypeScript en ce moment, donc j'ai fait du code TypeScript. Donc j'ai une variable props de type chaîne de caractères sur lequel je vais placer une annotation @input. Cette annotation, il n'y a pas de réflexion à faire, il n'y a pas je vais récupérer toutes les propriétés annotées de telle façon, il n'y a pas de ça en JavaScript. Une annotation, c'est quoi? C'est juste une fonction du même nom. Et en fonction de où on place l'annotation, la VM JavaScript va appeler cette méthode avec des paramètres différents. Si je place l'annotation sur une classe, j'aurai une signature donnée. Si je place l'annotation sur un paramètre, j'aurai une autre signature, etc. Et c'est dans cette méthode, ici input, qu'on va faire le traitement qu'on désire. Une annotation peut être paramétrable, peut prendre en paramètre une chaîne de caractères, un objet ou autre. Donc là, par exemple, mon annotation @input prend une chaîne de caractères. Et donc là, on va plutôt parler de factory. On aura toujours une méthode du même nom, avec la signature, tous les paramètres que je désire passer. Et cette fonction va retourner la fonction de transformation, c'est-à-dire la fonction que j'ai en fait implémentée juste avant. Donc, ce qui nous va permettre de créer des annotations configurables, paramétrables.
Donc là, ça fait un peu peur, c'est le fichier de définition TypeScript des décorateurs. C'est juste pour vous montrer qu'en fonction de où on va placer la notation, sur une classe, une propriété, etc., la signature change. Ce qui va nous intéresser dans le reste de la présentation, c'est les classes décorateurs et les méthodes décorateurs. On peut voir que le classe décorateur, on prend en paramètre une fonction qui correspond en fait à la fonction constructeur de mon objet que je veux décorer, et je dois en retourner une nouvelle, c'est-à-dire retourner la fonction d'origine modifiée. Pour les méthodes décorateurs, en paramètre, le troisième paramètre, on a un objet qui s'appelle Property Descriptor, qui est en fait moyen de surcharger le getter, le setter, la valeur d'une méthode. Et on doit retourner, en retour de cette fonction, le property descriptor modifié. Donc c'est les deux use cases que je vais vous présenter dans les slides suivantes. Imaginons que j'ai une méthode sayHello dans une classe ou ailleurs, et à chaque fois que je l'appelle, je veux loguer quelque part. Je veux faire un console.log dans mon navigateur. Donc je vais placer la notation @log qui correspond à une fonction log comme on vient de le voir. Comme j'ai placé cette annotation sur une méthode, la signature est la suivante. Target, c'est l'objet contenant la méthode que je suis en train de décorer. Key, c'est le nom de la méthode. Et descriptor, c'est l'objet qu'on va surcharger. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va sauvegarder quelque part l'implémentation par défaut pour éviter de la perdre, parce qu'on va devoir l'exécuter quand même, sinon notre annotation elle sert un peu à rien. Donc on la sauvegarde dans une variable locale, et je vais surcharger la propriété value de mon descriptor, qui correspond à la valeur de ma méthode. Ma propriété value, ce sera une nouvelle fonction dans laquelle je fais mon console.log, le but de mon annotation, et ensuite j'appelle mon implémentation par défaut. Comme ça, mon code il fonctionne toujours, j'ai juste un console.log en plus à chaque fois que j'exécute la méthode sayHello. Deuxième exemple, donc là c'est une snippet de code qui n'est peut-être pas fonctionnelle, c'est juste pour avec un peu de pseudo-code pour montrer comment on peut implémenter un système d'injection de dépendance dans une librairie ou dans un framework. Je me suis basé sur Angular 2. Imaginons que j'ai une classe qui est un service métier qui s'appelle DevFestService. Et ce service, pour fonctionner, a besoin d'un autre service, un service HTTP, pardon, pour faire une requête REST. En Angular 2, pour pouvoir faire ce genre d'injection de dépendance, on est obligé de passer une annotation @injectable sur notre classe. Grâce à ça, lorsqu'Angular 2 va instancier notre service, il va savoir qu'il doit aller récupérer les paramètres de mon constructeur, aller récupérer dans la configuration du système d'injection les instances qu'il doit injecter et instancier le composant. On va essayer de faire ça en pseudocode, on va essayer de faire la même chose. Donc là, on a un décorateur pour une classe. Donc on a en paramètre la fonction constructeur qu'on veut décorer et on doit en retourner une nouvelle. De la même façon que tout à l'heure, je sauvegarde l'implémentation par défaut et ensuite je modifie, je crée une nouvelle fonction constructeur dans laquelle j'appelle le constructeur par défaut, sinon notre service ne va plus fonctionner. Mais juste avant, pour tous les paramètres que j'ai en entrée, imaginons que j'ai un service et un injector qui permet de me retourner les différentes instances de mes services. Je vais les récupérer et je vais les passer en paramètres de ma fonction initiale. Donc, grosso modo, c'est presque ce qui est fait dans Angular 2. Alors, vous allez me dire, oui, mais côté runtime, comment ça fonctionne, les décorateurs? C'est pas fonctionnel, c'est toujours en stage 1, donc c'est-à-dire que les navigateurs ne le supportent pas. Si vous utilisez du JavaScript, si je ne me trompe pas, il y a un preset Babel permettant de générer du code pour les décorateurs. En TypeScript, c'est disponible de base. Donc là, je vous ai mis le même code que tout à l'heure de notre service DevFestService, mais la version JavaScript, donc la version compilée, transpilée de TypeScript. Juste pour vous montrer qu'à chaque fois qu'on utilise une annotation sur une classe, TypeScript rajoute une méthode _decorate qui permet d'émuler le fonctionnement d'une annotation. Donc lorsque je vais instancier ma fonction constructeur,
juste après, je vais la surcharger en appelant __decorate avec la liste des annotations qu'on veut placer, qu'on a placées sur notre classe. Alors, c'est utilisé à quel niveau d'Angular 2? Alors, si vous avez regardé du code source Angular 2, à peu près partout, nous avons les annotations pour configurer des éléments. Donc, quand vous allez vouloir créer des composants graphiques, des directives, des pipes, des services, on va utiliser une annotation. Pour faire l'injection de dépendance, on a vu @injectable, mais on a les annotations @inject, @optional, @self, permettant d'indiquer quel type de service on veut récupérer dans notre système d'injection de dépendance. Nos composants graphiques, on va essayer de les rendre paramétrables. On va avoir des données en entrée, on va envoyer des données en sortie. Pour cela, on va utiliser des annotations @input et @output. On a également la possibilité, depuis une classe TypeScript, d'aller récupérer une partie de mon DOM HTML pour pouvoir faire des traitements, faire la manipulation de DOM, ce genre de choses. Et enfin, on va pouvoir, sur une directive donnée, que je vais placer par exemple sur un bouton, je vais pouvoir interagir avec les propriétés ou les événements émises par le composant HTML sur lequel j'ai placé ma directive. Donc là, j'ai mis un exemple assez simple d'un composant qui s'utilise de cette façon. Le but, c'est je place cette directive sur un bouton, et lorsque je vais cliquer sur bouton, je vais faire quelque chose. J'aurais pu le faire autrement dans Angular 2, mais c'est juste pour le use case. Donc je vais créer une classe que je vais noter @directive, permettant d'indiquer de quelle façon je veux utiliser ma directive. Quel est le sélecteur CSS qui doit être respecté pour pouvoir instancier cette classe au runtime. Donc là, c'est un sélecteur par tag, par attribut, pardon. Donc à chaque fois que j'ai un attribut qui s'appelle clickHandler, ma directive sera appliquée. Ma directive peut avoir des paramètres. On voit ici, j'ai une variable d'instance parameter que j'ai annoté via la notation @input. Il faut cligner des yeux souvent. Ensuite, on a l'injection de dépendance dans mon constructeur, on a $inject. Là, on va injecter la locale de l'utilisateur. Donc local ID, c'est un token dans Angular 2, et vous allez pouvoir récupérer sous format textuel la locale de votre user. Et enfin, ici, grâce à la notation hostBinding, je peux exécuter une fonction ici qui s'appelle click dès que l'événement click du bouton de l'élément sur lequel j'ai placé ma directive est émise. Donc là, lorsque je vais cliquer sur le bouton, ma méthode ici sera exécutée. Là, je vous ai présenté que 4 annotations, mais il y en a moins une vingtaine, je ne les ai jamais comptées. Mais il y en a bien plus que ça. On va terminer cette présentation par les zones. Tout d'abord par un use case, pour vous présenter le problème que peut résoudre la librairie Zone.js. Ici, je n'ai même pas changé mon snippet de code. J'ai un snippet de JavaScript composé de traitements synchrones et asynchrones. Et le but de ce code, c'est de calculer le temps d'exécution. Donc j'ai une méthode startTimer au début, qui initialise un compteur. Et à la fin, j'ai une méthode endTimer qui l'arrête et qui affiche le résultat. Quand on ne connaît pas JavaScript, on pourrait se dire que là, j'ai un setTimeout de 0, donc j'attends 0 secondes pour faire mon traitement. On pourrait imaginer que mes 2 méthodes veryLongTask sont exécutées de manière séquentielle et synchrone. C'est-à-dire, j'exécute la méthode goToBordeaux, ensuite j'exécute la méthode veryLongTask, ensuite veryLongTask, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas. Dans la VM JavaScript, dans Chrome par exemple, on a au minimum 2 stacks d'exécution. On a la stack principale, celle qui fait tourner tous vos traitements synchrones. Et dès qu'il détecte un appel à un traitement asynchrone, quel qu'il soit, une requête Ajax, des add_event_listener, des setTimeout, setInterval, des animations, ce genre de choses, il n'exécute pas tout de suite cette tâche asynchrone. Il va placer cet appel dans une stack secondaire. Et cette stack secondaire sera dépilée seulement lorsque la stack principale est terminée. Donc si on se met à la place de la VM avec notre petit pointeur d'exécution, j'exécute mon programme, donc j'initialise mon timer.
la méthode goToBordeaux qui est synchrone est exécutée. Là, j'ai un appel à une fonction asynchrone. La fonction asynchrone ne sera pas exécutée tout de suite, elle sera placée dans une stack secondaire. Pareil pour la deuxième. Elle n'est pas exécutée tout de suite, on la place dans la stack secondaire. Notre pointeur continue, j'appelle la méthode goBackToLil. Ensuite, ma méthode addTimer qui stoppe le timer et affiche le résultat. Mais là, problème, c'est que j'ai un résultat erroné. La méthode veryLongTask n'a pas encore été exécutée. Donc il manque de l'information. Une fois que je suis arrivé, une fois que le addTimer est terminé, ma stack principale est vide, et seulement à ce moment-là, la stack secondaire commence à être dépilée. Donc la méthode veryLongTask est exécutée, et une deuxième fois. Donc si on veut faire ce genre de traitement, c'est-à-dire calculer quelque chose ou manipuler un ensemble de traitements qui soient synchrones et asynchrones de manière uniforme, on va résoudre ça avec les zones. Les zones, c'est pas né avec Angular 2. En Node.js, on avait les domaines qui ressemblaient un peu. On avait les zones également dans Dart, langage de Google. Une zone, c'est quoi? C'est juste un contexte d'exécution dans lequel on va exécuter des traitements synchrones et asynchrones. Et dans ce contexte d'exécution, on va pouvoir partager de la donnée. On va pouvoir récupérer des paramètres, les modifier, ce genre de choses, à travers les différents traitements asynchrones initiés dans un contexte. Et ensuite, donc on peut partager de la donnée, mais on va pouvoir également interagir en fonction du cycle de vie d'un traitement asynchrone. C'est-à-dire que lorsqu'un traitement asynchrone est sauvegardé dans la stack secondaire, je vais pouvoir faire quelque chose. Lorsque ce traitement asynchrone est vraiment exécuté, je vais pouvoir faire quelque chose. Lorsqu'il y a une erreur, je vais pouvoir faire quelque chose, ce genre de choses. On va faire ça grâce à des hooks, qui correspondent grosso modo au cycle de vie d'un traitement asynchrone. Alors comment ça fonctionne? Une fois qu'on a importé la librairie zone.js, on a un objet zone qui est l'objet global, qui est le contexte global de notre application, sur lequel on va créer autant de zones en vent qu'on a besoin, autant de contextes d'exécution, grâce à la méthode fork. Cette méthode fork me retourne une nouvelle zone. C'est-à-dire que sur cet objet zone qui vient d'être créé, je peux en recréer d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut avoir une hiérarchie de contextes d'exécution. Ce qui va nous permettre que sur une zone donnée, si j'ai une chaîne de contextes d'exécution, d'appeler des implémentations de la zone parente, vice-versa. Lorsque je vais créer une zone, je vais lui passer un objet de configuration, qu'on va spécifier juste après. C'est dans cet objet de configuration qu'on va indiquer tous les hooks qu'on veut écouter. Et une fois qu'on a créé notre contexte, on va pouvoir exécuter notre traitement grâce à la méthode run. Donc imaginez, dans ma callback, dans ma fonction anonyme, je vais pouvoir copier-coller le traitement que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ici. Donc je vais vous présenter une partie de l'objet de configuration de la méthode fork. Il y a tellement de hooks disponibles qu'on j'ai pas assez de place sur la slide. Cet objet de configuration, on va pouvoir spécifier des fonctions qui seront exécutées en fonction du cycle de vie d'une tâche. Donc là, j'en ai mis que 4. OnScheduledTask, lorsque le traitement asynchrone, son appel a été enregistré dans la stack secondaire. OnInvokeTask, lorsque cette tâche est exécutée réellement. OnHandleError, quand il y a une erreur qui a été émise. Et OnAsTask, qui est exécuté lorsque dans un contexte donné, il n'y a plus du tout de traitement asynchrone à exécuter. Mais là, vous allez me dire, comment Zone.js détecte le début ou la fin d'un traitement asynchrone? Par défaut, dans la VM JavaScript, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de magie. Il patch toutes les méthodes du langage, toutes les méthodes asynchrones du langage. Donc les setTimeout, setInterval, les animations, les fetch, les requêtes Ajax, etc., etc. Donc là, en pseudocode, encore une fois, si je reprends l'exemple du setTimeout, il va surcharger sa valeur. Donc on va toujours appeler l'implémentation par défaut, encore une fois. Mais en fonction du cycle de vie, il va appeler nos différentes méthodes qu'on aurait pu configurer. OnScheduledTask, OnInvokeTask ou OnHandleError. Le problème avec des patchs, c'est qu'ils ont créé la librairie Zone.js à un moment donné. Ils ont patché un ensemble de librairies, mais pas toutes. Si vous devez manipuler des traitements asynchrones un peu
pas rares, mais qui n'ont pas été prévus, ben, vous allez avoir des soucis. Il faudra patcher à la main. On a eu le souci hier avec un code lab qui aura lieu ce soir avec Benjamin sur une API avec la blockchain. Ben, les zones, ils n'ont pas implémenté, ils n'ont pas patché une librairie permettant de manipuler une blockchain parce que ce n'est pas prévu. Et donc il avait quelques soucis avec Angular 2 sur ce point. Donc cette librairie a été proposée par Michko, le créateur d'AngularJS et le contributeur d'Angular 2, comme standard au comité T139. Donc c'est toujours en stage 0. Donc on verra si ça évolue. Et j'ai une petite démo. Je ne vais pas refaire l'exemple de... Je vais peut-être zoomer un peu. Du compteur. Je vais plus faire une démo sur les erreurs, les stack traces JavaScript. Un truc très simple. Hein. J'ai dans ma page 2 boutons. Lorsque j'affiche ma page pour la première fois, ma méthode main est exécutée, qui ajoute un event listener sur mon premier bouton. Lorsque mon premier bouton est appelé, la méthode bind second bouton est exécutée, qui ajoute un handler sur le deuxième. Et lorsque je clique sur le deuxième, ben, ça émet une erreur JavaScript. Si je teste l'implémentation dans son état actuel, donc je clique sur le premier bouton pour ajouter le handler sur le deuxième, je clique sur le deuxième et j'ai une erreur. Bon, on le devinait un peu. Mais le problème, c'est que je n'ai pas toutes les informations nécessaires. Je ne sais pas que cette erreur a été émise parce que j'ai cliqué sur le bouton cause error. Je ne sais pas que cette erreur, ce bouton a posé problème parce que avant, j'avais appuyé sur le bouton bind error. Je n'ai pas de historique de l'ensemble des traitements asynchrones qui ont été exécutés et qui ont engendré cette erreur au runtime. On va essayer de résoudre ça avec les zones. Donc je me suis fait une petite anti-sèche des signatures des méthodes, parce que je ne les connais pas par cœur. Donc j'ai bien évidemment, normalement, chargé la librairie Zone.js, ici. Et je vais créer un contexte d'exécution. Et sur cette zone, sur ce contexte, je vais exécuter la même méthode que j'ai implémentée tout à l'heure, la méthode main. Je vais mettre ça en commentaire pour l'instant. Donc je vais définir une implémentation pour les 2 hooks onScheduledTask pour pouvoir enregistrer quelque part qu'à un moment donné, le traitement asynchrone a été exécuté pour pouvoir le réutiliser plus tard. Et lorsqu'il y a une vraie erreur qui est émise, ben, au lieu d'afficher l'erreur native, celle qu'on vient de voir, ben, je vais retourner tous les appels asynchrones que j'aurais sauvegardés dans une variable. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Première chose à faire, comme je l'ai indiqué qu'on pouvait avoir une hiérarchie des zones, à partir d'une zone, je peux en créer une autre, à partir de cette zone-là, je peux en créer d'autres, ainsi de suite. Si on ne veut pas casser cette chaîne, dans chaque hook, on est obligé d'appeler l'implémentation de la zone parent. Donc là, en paramètre, on a l'objet delegate qui permet d'appeler l'implémentation par défaut. Donc là, je vais appeler l'implémentation du schedule task de la tâche précédente, de la zone précédente, et de la même façon pour le onHandleError. Voilà, c'est un peu obligatoire. C'est pas la chose la plus intéressante. Alors, pour partager de la donnée à travers mes différents traitements asynchrones qui sont exécutés dans une même zone, je vais manipuler l'objet targetZone qui est ici. TargetZone, ça correspond au contexte dans lequel on exécute nos traitements. Donc imaginons que dans cette propriété targetZone, je vais définir une propriété trace. Donc si elle n'est pas définie, je vais mettre un tableau vide. Et c'est sur cette variable que je vais empiler tous les appels au traitement asynchrone qui peuvent s'exécuter dans un contexte donné. Donc je vais modifier, je vais rajouter, donc à chaque fois qu'il y a un traitement asynchrone qui est exécuté, la méthode onScheduledTask sera
exécuter également. Donc on va rajouter à notre propriété trace une nouvelle donnée. Donc j'ai un tableau d'entrée, et sur ce tableau, je vais empiler un nouvel appel. Dans les stack traces, on aime bien avoir le dernier appel exécuté en haut de la pile. Donc c'est pour ça que je vais ajouter à la valeur précédente un nouvel élément. Donc là, je vais émuler une erreur. Elle ne sera pas émise, c'est juste un objet erreur permettant d'avoir des stack traces complètes runtime correspondant à l'appel qui est en train d'être fait. Là, je vais faire simple parce que le temps passe. Je vais juste récupérer un identifiant qui est généré par Zone.js, task.source, qui est juste une chaîne de caractères. On aurait pu aller plus loin, on aurait pu aller récupérer le nom de la méthode, pourquoi pas sa signature, pourquoi pas récupérer le numéro de ligne, le numéro de colonne, ce genre de choses. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est tout. Donc, je récupère le tableau précédent. Sur ce tableau, je rajoute une nouvelle valeur en haut de la pile et j'appelle l'implémentation de schedule task de la zone parente. Maintenant, dans le onHandleError, on va faire la même chose. Donc, sur notre objet targetZone, je vais rajouter la vraie erreur qui a été émise, sinon ça ne sert un peu à rien. Comme ça, on aura la vraie erreur en haut de la pile et ensuite les appels aux différents traitements asynchrones. Et je vais redéfinir le getter de cette propriété stack. Comme ça, lorsque je vais afficher la valeur de error.stack, au lieu d'appeler la chaîne de caractères par défaut, celle qu'on a vue dans le navigateur, j'aurai les données que j'ai sauvegardées dans mon tableau. Donc pour surcharger un getter en JavaScript, donc je vais redéfinir le getter de mon objet error, de sa propriété stack. Et je vais redéfinir son getter. Donc qu'est-ce que je veux retourner? Je veux retourner une chaîne de caractères qui contient la liste de mes éléments, de mes items, séparés par des sauts de ligne, par exemple. Donc c'est ce que je vais faire. Target zone.traces. Je vais récupérer que les propriétés stack. Et sur ce nouveau tableau, je vais ajouter des sauts de ligne, si j'y arrive, pour avoir la stack trace complète. Et normalement, si je n'ai pas écrit de bêtises, si on affiche le console error de error.stack, on doit avoir, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises, on a une erreur complète. Donc on a notre erreur applicatif. Et ensuite là, vous voyez les deux mots-clés error, ici, c'est les identifiants autogénérés par Zone.js. Imaginez qu'on mette le nom de la méthode, le numéro de ligne, etc. On aura plus d'informations, toutes les informations nécessaires pour pouvoir débugger l'application. Et si vous avez fait du Angular 2, vous avez dû voir que quand on est en mode développement, on a des erreurs assez complètes, comme celle-ci. Et donc c'est utilisé à quel niveau dans Angular 2? Donc juste pour nommer que deux use cases. Les stack traces complètes, c'est ce que je viens de vous faire. Donc c'est inclus de base dans Angular 2. Lorsque vous faites des bêtises en mode développement, vous avez des belles stack traces. Mais également pour l'API de Change Detection. Donc lorsqu'il détecte qu'il y a eu une modification de votre modèle ou qu'il y a un traitement asynchrone qui est terminé, grâce aux zones, il va pouvoir refaire le rendu de votre vue. Donc il n'y a plus besoin de $scope.$apply, ce genre de choses comme en AngularJS. Mais par contre, si Angular s'arrêtait là, on pourrait avoir des soucis de performance. Imaginez qu'on a un update de la vue à chaque fin de traitement asynchrone, par exemple des animations JavaScript. À chaque fin d'animation JavaScript, j'ai un refresh de la vue. Quand j'envoie des requêtes vers Google Analytics, par exemple, qui ne nécessitent pas d'update de la vue, automatiquement Angular applique son API de Change Detection. Donc il faut faire attention à ça. Si vous avez des traitements asynchrones qui ne nécessitent pas d'update, Angular a mis en place une méthode run outside Angular
Donc ils ont créé un service qui s'appelle ngZone, qui est juste un wrapper sur l'objet zone qu'on a vu tout à l'heure. Et grâce à ces méthodes, run outside Angular, on peut exécuter du code asynchrone qui ne nécessite pas de rafraîchissement de la vue. Donc là, par exemple, j'exécute une requête vers un outil d'analytics, quel qu'il soit, de cette façon. Dernière chose, ce que je viens de vous faire, donc les autres JS sont utilisables avec Angular 2, mais vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel type de librairie ou de framework. Ce n'est pas lié que à Angular 2. La démo de StackTrace que je viens de vous faire, vous n'êtes pas obligé de le refaire à la main. Si vous allez sur le repo de Zone.js, vous avez des fichiers de configuration prédéfinis vous mettant à disposition l'objet que vous passez à la méthode fork. Et donc dans ces objets, donc là c'est le code source de Angular, on a un objet de configuration que vous pouvez importer dans vos projets à vous, qui s'appelle long_stack_trace_spec, qui permet de générer ces fameuses long stack trace au runtime pour vos applications. Donc vous n'avez pas à réécrire le code que je viens de faire pour chaque projet. C'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le standard que j'ai présenté. Ou si vous dormez. Oui. J'ai une question sur la partie utilité. Oui. Est-ce qu'on peut mettre des paramètres dans les chaînes que, par exemple, il n'y avait pas? Je suppose que oui. Dans le dernier outil que j'ai présenté, où tu as l'outil d'extraction i18n, ouais. Tu peux mettre des paramètres. Mais l'outil est encore assez jeune, il faut l'avouer. Je préfère le dire. Et je sais que Angular 2 Translate permet aussi d'avoir des paramètres. Oui, Erwan. Attends, tu auras le droit à un micro. Est-ce que c'est possible d'avoir une composition des zones, en fait, plusieurs niveaux? Oui, c'est-à-dire tu crées une zone avec une configuration donnée, oui, et sur cette zone, j'en crée une autre. Bah oui, parce que quand tu appelles la méthode fork, ça va te créer un nouvel objet zone. Sur cette nouvelle objet zone, tu vas pouvoir réappeler la méthode fork, et ainsi de suite. Et tu vas pouvoir faire appel aux implémentations des zones précédentes grâce à l'exemple que je vous ai montré. Ah, pardon. Imaginons, il ne faut jamais faire un exemple en live sans l'avoir préparé. Admettons, je crée une zone parente dans laquelle je définis le onHandleError et dedans j'affiche mon error.stack. Là je joue ma vie. J'espère qu'il n'y a pas les directeurs d'agence de Zenica ici. Et je vais supprimer mon console.log qui est ici. Et normalement, si je ne me trompe pas, lorsque j'appelle le handleError qui est là, ça va appeler l'implémentation de la zone parente. Donc ça va appeler le onHandleError qui est ici. Alors c'est là où c'est le drame. Échappe. Bon, j'arrive pas à ouvrir. Ah. Mon PC il rend là. Mais tu peux faire ce genre de truc. Là, vous allez dire, ouais, ça marche pas ton truc. Mais si, ça marche. Ouais, mais là, vous pouvez venir au stand Zenica, on testera tout à l'heure. Je suis sûr que ça marche. Ah. Même erreur. Si vous voulez être sûr que je ne suis pas un intruant, je peux l'être des fois, hein, c'est pour ça.
Error. Error. Et là. Donc ouais, tu peux avoir une hiérarchie des zones et de mettre du code commun dans une zone donnée et pouvoir en hériter grâce à la méthode fork. D'autres questions? Je sais pas où, mais... Je connais pas encore bien Angular 2, mais dans les exemples que tu as montrés sur les datetime et puis là sur la gestion des zones, je comprends mal pourquoi on patch les classes de base JS, étant donné qu'il y a un pseudo-langage à connaître pour tous les appels vers les composants Angular, et pourquoi il n'y a pas simplement une redéfinition, par exemple si on veut délayer un traitement, un objet Angular qui permet de le faire, plutôt que d'aller patcher les set timeout de JS. Alors pourquoi? Une bonne. T'as fait du AngularJS, la version 1? Non, non plus. En AngularJS, on avait une méthode, un service HTTP permettant de faire des requêtes REST, qui utilisait, je ne sais pas quelle implémentation, mais à mon avis, XHR, un objet Ajax. Et donc, dans l'implémentation AngularJS, une fois que le traitement Ajax est terminé, lorsqu'il a reçu la réponse, il mettait à jour la vue manuellement. Donc ça marchait très bien. Par contre, si on devait inclure une librairie tierce qui ne connaît rien du tout à AngularJS, par exemple du jQuery, si on fait encore du jQuery, ou autre, qui faisait également une requête REST avec son API à elle, la vue n'était pas mise à jour parce que jQuery ne connaît rien à AngularJS. Donc on était obligé de wrapper du code tierce dans des méthodes un peu utilitaires, $scope.$apply ou $scope.$digest, qui permettaient d'indiquer, tiens, dans ce code-là, j'ai un traitement asynchrone, quel qu'il soit, mais qui ne connaît rien à Angular. Et lorsque ce traitement est terminé, tu dois me rafraîchir la vue. Donc tu devais à chaque fois rajouter des $scope.$apply dans toute ton application pour faire ce genre de choses. Là, grâce au fait de patcher l'API natif, quelle que soit la librairie que tu veux inclure dans Angular 2, une méthode HTTP sera la même. Ça va utiliser la méthode fetch ou ça va utiliser l'objet XHR de JavaScript. Et donc si les deux sont patchés, Angular 2 va pouvoir détecter les deux. Il va pouvoir mettre à jour ta vue, que la requête soit envoyée par Angular 2 ou qu'elle soit envoyée par jQuery. D'autres questions? Bonne conférence à tous, bonne journée, profitez bien.